Bonjour à toutes et à tous, Valentin prend avec vous pour ce nouveau point de marché de la semaine. Nous sommes le mardi 24 avril 2018. Bienvenue dans ce webinaire. Aujourd'hui, nous allons parler du dollar. Le dollar qui a émis un signal haussier hier à la clôture, en clôturant au-dessus de sa résistance à 90 points pour la première fois depuis maintenant à peu près 2 mois, et au-dessus de sa moyenne mobile à 100 séances, première fois depuis le mois de décembre. Voilà. Alors, sans plus attendre, je vous invite à prendre connaissance de l'avertissement légal risque. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est indicative et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors bien le bonjour à vous Raymond, j'espère que vous allez bien. Luc, que je salue également, Ramsey, Benjamin, Loïc, Axel, bonjour à vous. Edgy, quel plaisir de vous commencer la journée avec vous. Et bien écoutez Edgy, merci. C'est également un plaisir de vous retrouver chaque matin. Au niveau du briefing de l'actualité, donc on a eu le dollar qui est revenu à un plus haut de 14 semaines face à ses pairs, donc le DXY, sur fond d'inquiétude d'une accélération de l'inflation américaine au-delà des attentes initiales du marché. Donc en clair, les inquiétudes d'une inflation qui accélère au-delà des attentes fait pression sur le marché obligataire. Le rendement du 10 ans américain est proche du seuil à 3%. C'est le taux le plus élevé depuis 2014. Et donc, on sait qu'il y a une corrélation entre rendement du 10 ans et dollar. Donc, la détente du rendement soutient la tendance haussière du dollar. Voilà. Sinon, cette nuit, on a eu le taux d'inflation du premier trimestre australien qui est ressorti stable à 1,9%, soit un rythme annuel, soit le même qu'au précédent trimestre. Et pour rappel, la RBA prévoit pour décembre 2018 une inflation, un IPC à 2,25%. Ouais, et sinon on a dans le fond des inquiétudes commerciales qui s'apaisent après les propos de Steven Mnuchin, qui est ni plus ni moins que le secrétaire d'État au Trésor américain, qui a déjà indiqué ce week-end, comme on l'a vu hier, prévoir un séjour en Chine pour trouver un accord commercial. Et secondo, hier, il a annoncé l'assouplissement des sanctions américaines contre le géant russe des métaux United Co. Russell. Je vous rappelle qu'il y a quelques semaines, il y a eu des sanctions qui avaient été annoncées, notamment contre des dirigeants de cette société, ce qui avait fait bondir le dollar, l'aluminium. Voilà, donc suite à cette annonce d'assouplissement, on a l'aluminium qui a connu son, son plus fort retracement historique en une séance, moins 9,4% du cours de l'aluminium hier. Voilà, donc près de moins 10% d'une séance, c'est énorme. Voilà, donc parmi cet assouplissement des sanctions, les États-Unis retardent de près de 5 mois le délai accordé aux entreprises américaines pour réduire leurs transactions avec ce producteur d'aluminium. Voilà un petit peu le briefing de l'actualité ce matin. Sinon, je ne l'ai pas mis, mais on a des PMI qui sont plutôt bons, très bons. Alors, pour le mois d'avril, c'est les PMI flash qui sont ressortis, donc c'est les estimations. Donc certes, en zone euro, ils n'ont pas surpris positivement. Ils étaient légèrement au-dessus du consensus, mais voilà, pas de surprise exceptionnelle. Euh, faut savoir qu'ils restent quand même assez élevés sur du long terme, ces PMI. Donc s'ils restent aussi élevés au deuxième trimestre, on aura probablement une croissance de la zone euro qui va rester assez forte pour le deuxième trimestre et même pour les États-Unis. D'ailleurs, l'activité manufacturière tourne à son rythme le plus élevé en 2014 aux États-Unis, ce qui contribue également à raviver les craintes d'une surchauffe de l'économie américaine. Voilà, donc on a des très bons chiffres PMI, même si en zone euro ils n'ont pas surpris positivement, ils restent globalement élevés sur un point de vue historique. Est-ce que le rendement du 10 ans américain à 3% ne sonne pas le glace du bull market? Alors, bonne question. Alors c'est clair que ça va créer des inquiétudes. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement un rendement à 3% du 10 ans, eh bien ça offre un rendement qui est pas aussi important que le marché action, mais presque. Disons que le rendement des entreprises, le yield, le rendement pardon, en pourcentage des entreprises, déjà il avait été dépassé il y a de cela 6 mois à peu près par le rendement du 10 ans. Donc le rendement du 10 ans qu'offrait un meilleur comment dire bénéfice que ceux des entreprises américaines du S&P.
Donc ça reflète des craintes. C'est clair que ça, c'est un catalyseur qui pourrait clairement menacer, ou en tout cas ralentir les marchés actions. Surtout que les 3%, ce n'est pas seulement un seuil psychologique, mais si on fait une analyse technique du rendement, c'est une oblique baissière de très long terme. On va le voir dans un petit instant. Donc ce n'est pas qu'un seuil psychologique, les 3%, c'est vraiment une résistance majeure qui, si est cassée, eh bien, créerait de fortes inquiétudes sur les marchés, que ce soit les marchés obligataires, mais également les marchés actions. Voilà, donc oui, disons que Didier, si on a un rendement qui dépasse 3%, ça pourrait créer de fortes inquiétudes sur les marchés obligataires et actions. Au résumé de la science américaine et asiatique, on peut voir que les marchés actions américains sont sortis en demi-teinte. Vous voyez Nasdaq, Dow Jones dans le rouge, S&P neutre, dollar qui progresse avec le rendement du 10 ans qui a clôturé à 2,97% hier. Il est à 2,96 ce matin. Le yen index à l'équilibre, le gold qui progresse avec le Nikkei et le Hang Seng. Donc on voit qu'on a plutôt une amélioration de l'appétit pour le risque ce matin, le Nikkei et le Hang Seng qui progressent. Voilà. Au niveau du calendrier ICO, l'enquête IFO qui est attendue à 10h heure française, climat des affaires, prévision, situation actuelle, donc légèrement en baisse par rapport au précédent mois, comme vous pouvez le constater. Nous aurons à 10h30 des chiffres britanniques sur les emprunts, voilà, les finances publiques, les emprunts. Et ensuite, surtout, c'est ça qui est le plus important, je pense, aujourd'hui, ça va être les chiffres américains sur les ventes de logements neufs et la confiance des consommateurs. Confiance des consommateurs également attendue en légère baisse par rapport au mois précédent. Donc affaire à suivre. Qui dit confiance des consommateurs en hausse, dit consommation en hausse. Donc on regarde tout de suite le 10 ans américain. J'espère que j'ai assez d'historique sur la TradingView. Voilà, donc c'est bien ce que je pensais, nous n'avons pas assez d'historique. Alors je vais essayer de vous trouver ça. Alors. Alors, je vais essayer de vous trouver une analyse technique de long terme. C'est vrai que c'est difficile d'avoir des graphiques de long terme sur le rendement du 10 ans. Donc, je vous trouve cela dans un petit instant. Alors, je devrais le trouver dans un tout de suite. Hein. D'ailleurs, si vous avez des actifs sur lesquels vous voulez que j'analyse, n'hésitez pas à me les poser, à me les demander dans la boîte à questions. J'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Bon, j'ai l'impression qu'il n'est pas disponible sur les principaux sites. En tout cas, il n'y a pas suffisamment d'historique. Bon, écoutez, tant pis. En tout cas, on a un plus haut 2014. Ce que j'aurais aimé vous faire voir, c'est qu'en fait, il y a une oblique baissière qui vient chercher tous les plus hauts depuis il me semble 2008. Voilà. Donc en fait, le rendement du 10 ans évolue dans un canal baissier et les 3%, faut imaginer que c'est la bande haute du canal baissier. Donc si forcément elle est dépassée, ça serait eh bien, ce serait un puissant signal bullish qui inviterait, qui suggérerait une hausse plus importante jusqu'à 3,5, 4%, voire même beaucoup plus.
Alors, François Guenet, 10 heures euros, IFO, climat des affaires, Allemagne, prévision 102,7, précédent 103,2 exactement. Rudy, bonjour. Est-il possible d'avoir une année sur le DAX? Donc je vais y venir. Euh, pétrole. Alors, dans la même logique, est-ce que ce serait une bonne idée de shorter les actions? Alors, dans la logique, oui, Didier. Si on spécule sur un breakout des 3%, oui, c'est faisable. Maintenant, j'insiste sur le fait qu'il faut attendre des signaux baissiers du prix des actions pour passer à la vente. C'est très important, je pense, d'avoir des signaux avant d'anticiper toute baisse. Voilà, baisse ou hausse, hein, d'une manière générale. C'est pas parce que on a une divergence par exemple haussière qu'il faut passer à l'achat. Il faut vraiment attendre que le prix commence à aller dans le sens que l'on souhaite pour entrer dans le marché. Donc voilà, même si on a un breakout des 3%, mais que les marchands restent haussiers, c'est pas la peine de vendre les marchés actions. Maintenant, si on a un breakout des 3% du rendement à 10 ans américain et qu'on voit que les marchés actions commencent à se fragiliser, qu'on a une divergence baissière et qu'on a des sommets de plus en plus bas, dans ce cas-là, ça sera des puissants signaux, baissiers et ce sera possible de vendre. Mais je pense que ce n'est pas une bonne stratégie de vendre les marchés actions tant qu'on n'a pas une baisse de ce marché. Voilà, donc on fait un tour de nos analyses. Alors, vous savez quoi, je vais regarder sur Twitter, peut-être qu'il y a le 10 ans. On devrait peut-être trouver le rendement du 10 ans sur Twitter, hein. Alors, 10 ans, on va regarder rapidement. Donc là, on a le 5 ans. Alors, j'ai bien peur que le 10 ans, à long terme, vous voyez qu'il est assez compliqué à trouver, hein. À part si vous avez Bloomberg ou Reuters, mais bon, là, il est pas. Que Bloomberg, c'est un poste à côté, c'est pas branché à un ordinateur. Donc, je ne peux pas vous le montrer. Bon, tant pis, écoutez. J'espère que vous avez l'idée en tête, en tout cas, de ce que je veux vous montrer. Donc, on va faire une analyse de nos indices. Regardez le DXY, ce dollar index qui n'est pas le DXY, hein, c'est un indice du dollar équipondéré avec l'ensemble des devises majeures, à l'inverse du DXY qui n'est pas composé de toutes les devises majeures et dont l'euro-dollar représente 56%. Donc forcément, si l'euro monte, le dollar baisse et vice-versa. Alors que celui-là, il est beaucoup plus équilibré, donc on va dire que l'euro a beaucoup moins d'impact sur cet index. Donc c'est important d'avoir des signaux qui convergent. Donc là, on a un breakout de ce dollar index. Regardez ce plus haut annuel qui a été dépassé hier et de loin. La moyenne mobile à 100 séances, alors regardons. Je ne pense pas qu'il a été dépassé sur cet index. Ah pardon, 20 ici. Ah si, 100, vous voyez que ça a été dépassé également. C'était dépassé même vendredi finalement. Donc voilà, signal bullish sur ce dollar index, c'est ce qu'il faut retenir. Sur le DXY, c'est pareil. Les 90 points qui avaient été dépassés pendant une journée le mercredi 28 février, eh bien, été dépassés à nouveau hier. Mais cette fois-ci, le marché a également dépassé sa moyenne mobile à 100 séances. Pour la première fois depuis le mois de décembre, comme vous pouvez le constater. Donc c'est un fort signal haussier. Le momentum est bullish, comme vous pouvez constater. Donc voilà. Alors que hier, le DXY qui était sous résistance et donc j'avais plutôt une opinion baissier. Là concrètement, on a des signaux bullish. Donc mon opinion baissier sur le dollar n'est plus d'actualité, étant donné que dorénavant on a les signaux nécessaires pour passer haussier sur le billet vert. Donc personnellement, la prochaine résistance que je constate, prochaine résistance majeure, elle est à 91 points, qui correspond au prix clôture de 2017, mais également la moyenne mobile à 200 séances. Et même
regardez, on a un gap baissier ici. Un gap baissier qu'on peut étendre. Et d'ailleurs, on va mettre plutôt en bleu. Voilà. Et vous voyez que c'est à 91,50 à peu près. Entre 91,40 et 91,50, ce gap. Donc pour moi, sa prochaine zone de résistance, donc le dollar, on peut être haussier jusqu'à cette zone. C'est la prochaine puissante zone de résistance. Voilà, donc perspective haussière dorénavant sur le dollar. Nous avons les signaux nécessaires. Hier, honnêtement, on était sous résistance, donc d'un point de vue technique, l'opinion neutre, voire baissier, était totalement justifiée. D'un point de vue technique, je dis bien. Étant donné qu'on a le breakout, non seulement sur le DXY, mais également sur le dollar index, je ne vois pas les raisons qui permettraient de passer vendeur. Il n'y en a qu'une seule qui me permet d'être d'être légèrement haussier, non pas avec une forte conviction haussière sur le dollar, c'est que le rendement à 10 ans, encore une fois, s'approche des 3%. 3%, c'est une résistance majeure. Et puisqu'on sait qu'il est corrélé au dollar, enfin que le dollar est corrélé au 10 ans plutôt, eh bien si le rendement du 10 ans baisse, s'il chute sous les 3%, le dollar va consolider ou voire même se replier. Voilà, donc la marge de progression du 10 ans américain est très faible. Donc c'est pour ça qu'on peut pas être, enfin, personnellement, je ne suis pas haussier avec une très forte conviction sur le dollar. Mais bon, en tout cas, on a techniquement les signaux haussiers. Donc je ne vois pas pourquoi on passerait vendeur dorénavant. Le franc suisse rebondit ce matin, regardez, plus 0,19%, rebond depuis les plus bas depuis mars 2015. On a le breakout de cette oblique baissière sur le RSI, donc on a un premier signal acheteur. Le deuxième, c'était la sortie du RSI de sa zone de survente. Néanmoins, la moyenne mobile à 20 périodes reste quand même assez loin. Vous voyez. Et je pense que le franc suisse pourrait rebondir jusqu'à 38 voire 50%. Regardez sur du très long terme. Sur le très long terme, ce qu'on a, c'est un franc suisse qui consolide finalement. On n'a pas d'autre tendance qu'une consolidation. Donc voilà, je pense qu'il peut revenir vers ces niveaux de prix, vous voyez, d'ici les prochaines semaines. Donc franc suisse, perspective plutôt haussière. Maintenant, je pense pas que nous avons les signaux suffisants pour le payer. Le pound, je suis neutre. Même si on a eu le rebond hier sur un niveau de support, le RSI à 53 ne m'intéresse pas. J'attends vraiment un retour du RSI beaucoup plus bas sur ce niveau de support plurimensuel, comme vous pouvez le constater. Également le prix en bas de son canal. Voilà, ça serait l'idéal pour payer la livre sterling. Donc pour le moment, livre sterling, je suis neutre. L'euro s'approche de ses sommets de l'année. Le RSI est bien orienté à la hausse, donc c'est possible de payer l'euro face à des devises faibles. Maintenant, voilà, étant donné que l'euro s'approche de résistance, on ne peut pas se mettre, anticiper une hausse de plusieurs centaines de pips sur l'euro. À part si on a un breakout, mais pour le moment, on a un plafond, une résistance quand même assez proche. Alors l'AUD a baissé hier. Il rebondit légèrement ce matin malgré une inflation qui est inchangée par rapport à la précédente publication. On a néanmoins un RSI qui est sous 50, donc un momentum bearish. Donc voilà, je reste haussier sur l'AUD parce que c'est un trade vraiment spéculatif, comme vous le savez, qui spécule sur une amélioration des relations commerciales entre Chine et États-Unis. Si on a un accord qui est trouvé, eh bien l'AUD devrait rebondir et devrait surperformer le FX. Donc je reste haussier sur l'AUD. Il n'y a pas le momentum que j'aimerais voir, mais ça pourrait venir. Donc voilà, je reste patient concrètement sur stratégie acheteuse sur l'AUD. Le NZD baissier, vous voyez que c'est la devise qui baisse le plus depuis le début de la journée face au dollar. Donc NZD baissier, néanmoins il arrive sur support. Donc perspective baissière qui commence à s'atténuer concrètement. Tant que le prix est baissier, eh bien les stratégies vendeuses du dollar néerlandais sont cohérentes, sont possibles. Mais si on a un rebond du dollar néerlandais sur un support, dans ce cas, il faudra arrêter de le vendre. Donc pour le moment, c'est encore possible.
j'ai envie de dire, de vendre le NZD. Tant qu'il ne rebondit pas, on peut continuer à vendre. D'autant plus qu'il a un momentum extrêmement baissier. Regardez le nombre de chandeliers dans le rouge consécutifs. Il n'y a eu aucune journée dans le vert. Donc on a un momentum extrêmement important. Et même si l'index arrive sur un niveau de support important, qui n'a pas été dépassé vraiment depuis 2018, il y a eu des cassures en intraday, comme vous pouvez le constater, mais on n'a pas eu de clôture en dessous de ce niveau depuis le début de l'année. Donc c'est un niveau de support quand même important. Mais étant vu le momentum, regardez le RSI. Le RSI, c'est un couteau qui tombe. Le prix également, on n'a aucune journée haussière, donc voilà. Même si l'index est sur support, je pense qu'on peut continuer à le vendre. Tant qu'on n'a pas de bougie haussière journalière, ça peut se vendre, le NZD. Et le yen, bon, le yen consolide. J'ai une perspective baissière sur le yen jusqu'à ses plus bas de la semaine précédente, vous voyez. Et voilà, tout simplement. Donc yen, NZD me semble encore à des devises possibles à vendre sur du court terme. Face à quoi? Face au dollar. Alors on n'a pas fait le CAD, pardon. CAD consolide. Et tant qu'on n'a pas de cassure, enfin, tant que le prix ne franchit pas sa moyenne mobile à 20 jours ou sa précédente résistance, je reste neutre. Voilà. Donc concrètement, neutre cadre, neutre GBP, haussier AUD, haussier dollar, haussier CHF, mais voilà, on n'a pas je trouve qu'on n'a pas les signaux nécessaires pour acheter le franc suisse. Voilà. Donc haussier dollar, haussier euro, haussier AUD et vente NZD et vente yen. Voilà, donc en croisant ces données, c'est possible d'acheter l'USD yen, c'est possible de vendre le NZD USD, ou alors, si vous ne voulez pas acheter du dollar, c'est possible d'acheter l'AUD, mais encore une fois, l'achat UD, c'est spéculatif. On n'a pas encore des signaux qui renforcent cette conviction, même si la UDNZD, pour le moment, la stratégie haussière se déroule plutôt bien. On a eu quelques journées, quelques séances de consolidation la semaine dernière, mais vous voyez qu'on a un rebond ce matin. Voilà, et je vous rappelle que la perspective est haussière jusqu'à 1,08. Mais voilà, on n'a pas encore cette orientation bullish de la UD. Donc voilà, USD Yen, NZD USD me semblent des bonnes paires ce matin. Donc USD Yen, on a eu le breakout, vous voyez, des 108. Là, avec ce breakout, je pense que c'est possible de viser les 110. Et le NZD, breakout de ce support qui tient depuis le début de l'année, c'est, comme on l'avait souligné hier, non seulement le plus bas de l'année, mais également la moyenne mobile à 200 séances, et cette oblique haussière qui vient chercher presque tous les plus bas depuis 2017. On a eu une petite excursion, vous voyez, l'automne dernier. Mais donc voilà. Là, on a eu un puissant signal vendeur sur la NZD-USD hier à la clôture. Donc c'est possible, je pense, de vendre le NZD-USD jusqu'à cette résistance à 0,7. Alors, je continue sur les paires majeures, étant donné que le dollar voilà, a émis un signal important. La USD, le canal, finalement, plus que cette oblique baissière, c'est le canal qui semble, vraiment contenir le marché. Donc la USD arrive en bas de ce canal. Donc dès qu'on est en bas d'un canal, dès qu'on touche une borne basse, ça veut dire que le prix est probablement survendu. Donc consolidation, voire opinion haussière possible. Euro, l'euro qui teste un support important. Alors le DXY et notre dollar index qui ont tous les deux émis des signaux haussiers. Maintenant sur le dollar, on n'a pas encore les signaux nécessaires pour le shorter jusqu'à 1,20. Vous voyez que ce matin, enfin hier, l'euro a clôturé à sa moyenne mobile à 100 séances et au plus bas de son range, à 1,22. Si ce soir on a une clôture en dessous des 1,22, ça sera également en dessous de la moyenne mobile à 100 séances et donc nous aurons deux signaux baissiers sur l'euro et ça sera techniquement possible de le vendre jusqu'à 1,20, qui est le prochain support majeur. C'est un sub psychologique, mais c'est également cette moyenne mobile à 200 séances. Mais voilà, il faut attendre la clôture journalière, je pense, pour avoir un vrai opinion baissier. Le GBP, vous voyez qu'enfonce les 1,40, il est revenu à ce support 1,3927 au vu du momentum du dollar et mon opinion neutre sur le GBP. Je pense que finalement, je reviens sur mes propos d'hier, je pense que le GBP
peut encore baisser, d'où l'importance hier de mettre un stop en dessous de la moyenne mobile à 100 séances. Vraiment, la moyenne mobile à 100 séances, on va dire, c'est les stratégies haussières de moyen long terme. C'est le seuil d'invalidation, pardon, des stratégies haussières de moyen terme sur la livre sterling face au dollar. Donc voilà, la moyenne mobile à 100 séances, c'est le prix de moyen terme, comme vous pouvez constater, le plus intéressant pour passer à l'achat. Voilà. Donc, encore une fois, c'est possible d'acheter la livre sterling à 1,3927. Je pense que c'est possible, hein. Mais avec un stop qui peut contenir une baisse encore du cours. Je peux comprendre que on n'a pas envie de rater le train. Donc voilà, payer les 1,3927, encore une fois, c'est possible, mais ne mettez pas un stop trop serré parce que vu les signaux haussiers du dollar, il se pourrait que le dollar surperforme encore plusieurs séances, tout simplement, et qu'il fasse pression sur la livre sterling. Voilà, faut en être conscient. Donc si vous mettez un stop trop serré, vous risquez de vous faire sortir bêtement, tout simplement. Donc le NZD, nous l'avons fait, l'USD CAD réintègre, enfin a dépassé cette ligne de coup. Donc voilà. USD CAD c'est assez volatile hein, ces derniers temps. Vous voyez que il y a des grandes bougies. Alors, je ne vois pas vraiment ce qui est possible de faire sur l'USD CAD actuellement. On est un petit peu au milieu de nulle part. Alors personnellement, je miserais plus une surperformance du dollar face au dollar canadien. Donc j'aurais plus mon opinion à court terme est plus haussière. Voilà, je pense que le cours va atteindre un 30. Maintenant, d'un point de vue ratio risque rendement, actuellement, ça me semble compliqué. Ça me semble compliqué. On est un petit peu au milieu de nulle part pour trouver un support. Vous voyez, même en 4 heures. Donc on a eu l'épaule tête épaule, hop. Vous voyez même qu'en 4 heures, on n'a pas un niveau de support majeur à court terme. Donc voilà, l'USD CAD, ça me semble compliqué de se positionner sur cette paire. L'USD CHF, bon, l'USD surperforme le franc suisse depuis la mi-février. Hein. Pas grand chose à dire. Le cours qui a retracé plus de 61% de cette tendance baissière. On a la divergence, le RSI qui est suracheté mais qui est toujours haussier. Donc pour le moment on n'a pas de signaux baissiers tout simplement. Et donc le yen, je vous l'ai dit, perspective haussière jusqu'à 110. Avez-vous réussi à faire le décompte héliotiste, Axel? Alors, pour être honnête avec vous, je n'ai pas eu le temps de faire le décompte héliotiste. On va essayer de le faire tout de suite, ce décompte héliotiste. Donc, est-ce que parmi vous, il y a des, euh, des personnes qui maîtrisent les vagues d'Elliott? Si oui, n'hésitez pas à me le dire. Sinon, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire également. Je pourrais faire un webinaire éducatif à ce sujet. Donc, alors, la vague 1, alors, vague 1 possible ici. Vague 2, la vague 2 qui retrace entre 38 et 61%. Donc là, on a un petit peu plus 61%, ce n'est pas dramatique. Voilà, donc la vague 2 ensuite qui doit être plus grande que la vague 1. Donc ouais, 100% finalement, on a la vague 2 qui s'étend jusqu'à là. Donc vague 1, là on a la A, B, A, B. Donc là on a la, alors je vais noter, pardon, ça va être un peu plus clair. Alors on a la 1, la 2, probablement la 3, mais à confirmer. Donc on va confirmer ça maintenant. On va faire un autre décompte, faire les sous-vagues.
Donc, pardon. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Donc, faut savoir que la vague 1, alors la vague 2, la vague 3, pardon, c'est une vague d'impulsion. Alors, on a trois vagues d'impulsion dans des vagues d'Elliott. On a la vague 1, la 3 et la 5. Les 2 et les 4 sont des vagues de retracement, disons également consolidation, respiration du marché, voilà, il y a plusieurs mots possibles. La vague 3, c'est généralement la plus grande dans un décompte héliotiste. En tout cas, la vague 1 ne peut jamais être enfin la vague 3 ne peut jamais être la plus petite parmi les vagues impulsives, donc parmi la vague 1 et la vague 5. Euh, voilà. Et donc, les vagues la vague 2, la première vague de retracement, retrace entre 38% et 62% de la première impulsion. Et ensuite, la deuxième vague de retracement, qui est la vague 4, retrace 38% en général de la troisième vague. Donc, voilà, c'est ça qu'il faut vérifier. Et tant que nous n'avons pas ces retracements, tant que ces règles ne sont pas, comment dire, respectées, eh bien, on doit réajuster le décompte héliotiste. Euh... Frédéric qui me dit je suis preneur par un webinaire éducatif avec des Elliott car pas simple à tout maîtriser. Alors c'est vrai que en fait c'est quelques règles. Hein. Les vagues éliotistes c'est pas en soi c'est pas très compliqué, ça prend du temps à le faire, mais c'est que des règles. Hein. C'est que des règles à respecter. Il y en a quelques-unes. C'est pas non plus euh, pas non plus des centaines. Hein. Il y en a peut-être une dizaine hein, de têtes. Euh, donc voilà, c'est pas non plus extrêmement difficile à apprendre. C'est juste ça prend un peu de temps. Ouais, donc la vague de retracement. Ensuite, 38-60%. Bon, on a eu un retracement un peu plus loin. Donc ensuite, on doit avoir au moins 100%. Donc on a eu les 100%. Ici, est-ce que nous avons retracé pardon, 38%? Non, on n'a pas retracé 38%. Donc c'est-à-dire que ici, ce n'est pas la fin de la troisième vague de la deuxième. Ici non plus. Ouais, qu'il faut chercher un retracement de 38% à peu près. Alors ici, c'est le plus proche que je constate. C'est-à-dire qu'on serait en fin, que nous sommes en fin de la cinquième vague de la deuxième. C'est-à-dire qu'il y aurait encore une impulsion haussière déjà il y aurait une vague de respiration et ensuite, une nouvelle impulsion haussière. Pourquoi? Donc ça ferait comme ça en fait. 1, 2, 3, 4, 5. Cinquième ici. Cinquième ici. Alors attention, la troisième vague impulsive, qui est la cinquième d'un compte héliotiste, n'est pas obligé de marquer des plus hauts que la fin de la troisième. D'accord? Donc, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Voilà, donc là, on va avoir une consolidation, enfin, petite baisse. Euh, alors, attendez. 1, 2, 3.
3. Donc voilà, on va avoir une consolidation, excusez-moi. Consolidation au repli, donc vers les 1,20. Possible, vous voyez que c'était cette résistance. Donc 1,20 et ensuite, probablement d'un point de vue Elliottis, une remontée jusqu'à 1,25. C'est pas obligé que la dernière vague impulsive inscrive des nouveaux records. Si elle n'inscrit pas des nouveaux records, généralement on a un biseau baissier qui va se former. On a un biseau baissier qui se formera. Donc si on n'a pas de nouveau record sur la dernière vague impulsive, donc il pourrait se reprendre vers les 1,20, dans ce cas-là, ça sera un signal baissier. Hein, parce qu'on aura des sommets de plus en plus bas, tout simplement. Et parce que normalement, d'un point de vue chartisme, il y aura un biseau, comme je vous l'ai dit, qui devrait se former. Donc potentiellement un repli à ce support, à 1,20. 4, 5, 3. Voire même plus bas, hein, voire possible, c'est possible 1,18, pardon. C'est possible 1,18 avant une reprise haussière jusqu'à 1,25. Alors, je passe tout de suite aux commodities, parce que j'ai des questions quand même, pas mal de questions sur les matières premières. Donc, alors, j'ai eu des questions, donc pétrole, gold. Alors le gold, hein, tout simple, enfin tout simple. Dans un range depuis le début de l'année, un peu à l'image de l'euro-dollar. Donc la hausse du dollar fait bien évidemment pression sur le cours de l'or. Donc le cours de l'or, personnellement, j'ai une perspective baissière depuis la semaine dernière jusqu'à 1320 et même jusqu'à au bas du range 1310. En tout cas, si on a une perspective haussière du dollar, malgré les tensions géopolitiques qu'il y a, cette hausse du billet vert devrait faire pression sur le cours de l'or. Donc c'est possible de shorter le gold jusqu'à 1310 si on est haussier sur le dollar. Le brut, le Brent, pour moi, ils atteignent des niveaux de résistance. Regardez les seuils psychologiques. Hein. Prochain seuil, 70 dollars pour le brut, 75 pour le Brent. Donc les deux barils arrivent sous des zones de résistance. Donc personnellement, mon billet passe neutre tant que les barils évoluent sous ces résistances. Si on a un breakout, ça sera un nouveau signal comme quoi le marché est bullish, hein, concrètement, est clairement bullish et prêt à acheter le pétrole plus cher. Donc si on a un breakout des 75 dollars et des 70, hein, j'insiste sur le fait qu'il faut des signaux qui convergent. Donc si les deux prix de baril, brut et Brent, franchissent ces seuils psychologiques, ça sera des puissants signaux haussiers en direction des prochaines résistances. Les prochaines résistances qui sont sur le Brent à 78,50 et le brut, je n'ai pas la résistance. Donc on a une résistance par ici. Ouais, donc une résistance autour des 79. Donc avant, il y aura 75, bien évidemment. Ouais, même 74-75. Donc si on a un breakout des 70 sur le brut et 75 sur le Brent, ce sera un signal haussier sur le brut jusqu'à 75 dollars et sur le Brent jusqu'à 78,47. Voilà. Tant qu'on n'a pas ces breakouts, je pense qu'on peut s'attendre à une consolidation sous les résistances actuelles. En tout cas, une temporisation. Voilà. Le premier support à payer, je pense, plus qu'en termes de prix, ça va être le retour du récit sur cette oblique. Voilà, le retour sur cette oblique sera importante. Ah, Phil qui m'a demandé l'euro-yen, excusez-moi, j'ai oublié, le GBP yen également, Raymond. Bon, je vais y revenir. Je vais y venir. Je fais les indices. Donc, DAX qui revient tester ses sommets de février. 12 611 points. Si on a la clôture journalière au-dessus de 12 111, ça sera un signal haussier, étant donné que le CAC est au-dessus de son plus haut de février, à 5 375. Le CAC, pardon, le CAC, retour à 5375 serait un niveau de prix intéressant pour passer à l'achat. Mais d'un point de vue moyen terme, tout comme le pétrole, ce que je surveille
plus en particulier, c'est cette oblique de momentum. Si on a le RSI qui revient sur cette oblique, ça pourrait être l'occasion pour le marché de payer à nouveau le CAC. Ça permettrait en tout cas au RSI, au momentum, de respirer. Donc voilà, il faudra surveiller. Si le RSI revient tester cette oblique, il ne faudra pas payer directement, mais il faudra surveiller l'action du prix. Si le prix rebondit alors que le RSI est sur l'oblique, ça sera clairement un signal haussier, un signal achat. Voilà, donc pour le moment le CAC en intraday, vous voyez que la prochaine résistance, pour moi je la vois à 5467 points. Vous voyez si on se met en hebdomadaire. Donc on a, je vais le mettre en rose, voilà, pour différencier. On a ce plus haut hebdomadaire, on a ensuite celui-ci. Ici on a un support, voilà. Donc 3 seuils. Support 5408 en intraday. Résistance aux alentours des 5485. Le DAX, s'il franchit cette résistance, alors que le CAC l'a déjà fait, ça sera un puissant signal bullish. Et sera possible de payer le breakout en direction des 13 000 points, malgré cette moyenne mobile à 200 périodes. Étant donné que le CAC évolue bien au-dessus, l'Eurostoxx, il me semble également. Alors l'Eurostoxx, vous voyez qu'il est en train de le dépasser en intraday. Donc même si le DAX clôture au-dessus de 12 111 mais est en dessous de sa moyenne mobile à 200 séances, on pourra faire abstrait de celle-ci. On pourra faire abstrait parce qu'on aura des indices européens qui auront franchi leur principale résistance avant leur sommet. FTSE franchit son plus haut février, franchit sa moyenne mobile de 100 séances, c'est possible de payer jusqu'à 7005. D'autant plus que la livre sterling ne sera pas là ces prochaines séances pour faire pression à mon avis. Donc la livre, étant donné que je suis neutre, et je pense qu'elle va consolider, eh bien ça ne va pas faire pression sur l'indice britannique, donc c'est possible de viser 7500 points. Ensuite, rapidement les cryptos qui rebondissent, hein, regardez. On a eu un marché qui s'était apprécié de 25% la semaine dernière, après une semaine qui avait été déjà haussière de 20%, donc ça fait un marché qui prend plus de 50%, plus de 60% pardon, en 2 semaines. Donc voilà, le marché de crypto qui reprend un peu de couleur, le Bitcoin qui est en train de franchir sa moyenne mobile à 200 séances, objectif haussier jusqu'à 10 000. L'Ether, regardez ce support qui fait office de résistance, qui a été dépassé hier et dont le marché est en train de confirmer aujourd'hui. Même si le RSI est suracheté, il est pour le moment haussier, il ne baisse pas, donc le momentum est bullish. Objectif haussier jusqu'à 800 $, puis 1000 $. Et enfin, regardez le Bitcoin Cash. Bitcoin Cash, progression. Regardez cette progression, 153% en 14 jours. Bon, c'est volatile hein, pour ceux qui aiment la volatilité. Il y a les cryptos. D'ailleurs, on m'a dit ce matin que voilà, IG propose dorénavant de trader les paires crypto, c'est-à-dire Bitcoin versus Ethereum. Avant, c'était que face au dollar. Donc, XBT, ETH, je vais voir si j'ai les graphiques. Hein. Non. Alors, c'est peut-être pas le live hein, finalement. Ça va peut-être arriver. Je ne sais pas si c'est déjà le cas. En tout cas, vous voyez Bitcoin Cash. Bon, a priori, je dois pas avoir les données pour le moment. Voilà, donc ça devrait arriver d'ici les prochaines séances. Donc je vous dirai ça dès qu'ils seront en ligne. Je vous tiendrai au courant. Et donc je reviens sur le forex, rapide. Les questions euro-yen. Donc l'euro-yen. Donc on a un yen qui est plutôt neutre avec une perspective personnellement baissière. L'euro qui arrive sous ses résistances annuelles, mais qui est haussier hein, depuis la semaine dernière. Donc voilà, l'euro peut se payer, j'ai envie de dire. Donc l'euro-yen, par contre, d'un point de vue technique, on voit qu'il consolide entre ces deux moyennes mobiles. Donc c'est possible, c'est même, vous voyez, assez probable que le cours rebondisse à nouveau sur sa moyenne mobile à 200 séances au vu des dernières séances. Vous voyez que on a clairement un très joli range trading entre la moyenne mobile à 200 et 100 séances. Donc on peut payer la moyenne mobile à 200 et vendre la moyenne mobile à 100 sur du court terme. Ça me semble être une bonne stratégie en tout cas. C'est ce qu'on avait déjà dit la semaine dernière, hein, me semble-t-il. Et pour le moment, ça a l'air de bien fonctionner pour ceux qui le tradent. Et enfin le GBP-Yen, donc le GBP-Yen rebondit. Alors ce n'est pas vraiment grâce à la hausse de la sterling, c'est surtout grâce
à la légère baisse du yen. Enfin, c'est un peu grâce à les deux, mais bon, étant donné que personnellement, livre sterling, encore une fois, je suis neutre pour le moment. Je passe neutre depuis la semaine dernière. Et le yen, bon, je suis neutre avec une perspective plutôt baissière. Donc, en croisant ces données-là, on devrait avoir une paire qui devrait progresser mais avec un momentum assez faible. On ne devrait pas retrouver ce même momentum. D'accord? Ça devrait être beaucoup plus faible. Donc je pense que le GBP yen va tendre vers les 152,71. Maintenant, si vous souhaitez payer une paire, enfin une devise face au yen, il y a l'USD yen jusqu'à 110 qui me semble intéressant. L'AUD yen, mais c'est spéculatif. L'AUD yen, c'est vraiment spéculatif. Et sinon, c'est tout. Sinon, le GPPN, je pense qu'on peut attendre un retracement un peu plus important. Je pense qu'à terme, le GPPN va revenir sur des niveaux un petit peu plus bas. En tout cas, si on a la livre qui respire, qui vraiment respire, la livre index, regardez. Si la livre index revient en bas de son canal, on peut très bien imaginer une sous-performance de la livre et donc un retour vers les 150. Bitcoin difficulty, tu penses qu'il va baisser? Alors, est-ce que vous pouvez m'en dire plus à propos de difficulty? Je ne me suis pas renseigné à ce sujet. En tout cas, moi, Bitcoin haussier jusqu'à 10 000. Vraiment, 10 000, c'est la prochaine résistance majeure si vous regardez. C'est non seulement un upside psychologique, mais c'est également un prix de clôture mensuel, c'est un moyen mobile à 100 séances. Bref, c'est un niveau dont le marché ne devrait pas rester stoïque, ne devrait pas rester les bras croisés. Donc on devrait avoir une partie de prise de bénéfice à 10 000 $. Déjà le Bitcoin Cash, honnêtement ce matin, 15 000, vous voyez ce momentum haussier. Moi je me dis qu'il peut aller chercher les 2 000, mais au vu du momentum, vous savez que de toute façon le momentum, un momentum trop haussier se fait rapidement corriger, à l'image un petit peu de ce qu'on avait là, regardez. On avait un momentum extrêmement bullish, Bitcoin Cash qui corrige 50% en 4 jours, hein. 55% en 4 jours. Et encore, j'ai pris que les prix de clôture. J'ai pas pris les mèches, hein. En prenant les mèches, on a 60% en 4 jours. Voilà, donc là, je ne dis pas que Bitcoin Cash va retracer 60% de son prix, ou même 50% la semaine prochaine, mais tout excès se fait corriger. Voilà. Et là, notez, regardez. Allez un petit peu. Je sais pas si vous la voyez, mais on a une belle divergence baissière. Enfin, nous avions eu une belle divergence baissière en novembre-décembre de l'année dernière. Et à l'inverse, on avait eu une belle divergence bullish en octobre. Voilà, légère divergence haussière, hein. Et ici, c'est pareil. Regardez, RSI de plus en plus haut, prix de plus en plus bas. Voilà un petit peu, écoutez, hein, pour ce point de marché. Je vous remercie pour votre attention. Je n'ai plus rien à rajouter. En clair, si je devais résumer, donc baisse du gold. Oui, c'est ça, hein, Dylan, baisse du gold. Tant que le dollar est haussier, et vous voyez qu'il progresse ce matin, eh bien, le gold, l'euro et tout l'ensemble des devises majeures devraient être sous pression. Si vous regardez un petit peu la tendance des devises face au dollar, vous voyez que le dollar, c'est la devise qui surperforme. Toutes les devises sont baissières face au dollar sur 24 heures. Vous voyez, dont une nette sous-performance du NZD. Donc clairement le NZD, c'est la devise à vendre encore aujourd'hui. NZD USD, ça peut être la stratégie du jour en direction de 0,70. Vous voyez que c'est un couteau qui tombe, hein. Voilà. Donc vente NZD USD, vente gold, l'euro dollar proche. Enfin, ce soir, l'euro dollar pourrait nous donner un signal baissier s'il clôture sous les 1,20, 1,22 pardon. Voilà. Voilà un petit peu pour l'état du marché. Vente NZD, vente yen, achat dollar. Maintenant, il faut savoir que si le dollar progresse, on a presque tous les devises qui sont sous pression. C'est pour ça que c'est compliqué d'acheter du dollar avec et également une autre devise. Mais bon, si je devais donner une autre devise, c'est mon trade spéculatif du moment, c'est l'achat AUD. Et je vous rappelle, l'AUD NZD est pour le moment bien parti pour rejoindre les 1,08. Vous voyez qu'il y a un nouveau momentum haussier ce matin. Pour ceux qui sont rentrés à l'achat le lundi de la semaine dernière, eh bien, normalement le stop devrait être remonté au moins au prix d'entrée, donc on ne devrait plus avoir de risque sur ce trade.
Voilà donc pour ce point de marché. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à retrouver Yoav tout à l'heure pour son prochain point de marché. Il me semble à 14h30. Vous voyez, stratégie bourse forex. Et sinon, moi, nous nous retrouverons donc demain matin pour mon prochain point de marché. Excellente journée à vous et à demain.